Bonjour. Hello à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Claire Boisseau. Salut Claire. Pour parler de stratégie go-to-market, de storytelling, en gros, du marketing au service du produit. Et on avait envie de parler de ça. Moi, j'ai invité Claire sur ce webinaire parce que je trouvais que de plus en plus, on demande aux products de penser à ces éléments. Et je trouve qu'on peut être assez perdu quand on n'a jamais fait de marketing sur un job de product, de devoir penser à comment favoriser l'adoption d'un produit. Donc Claire, elle est là aujourd'hui pour venir nous parler de ça et pour un peu nous expliquer tous ces concepts et nous donner ses conseils. Je vais vous laisser répondre à juste une petite question pour savoir quel est votre métier aujourd'hui. Ça nous permettra d'adapter un petit peu le webinaire. Je lance ça tout de suite. Vous avez une partie Q&A qui vous permettra de poser toutes vos questions. On prendra vos questions à la fin du webinaire. Et il y a la partie chat où vous pouvez mettre des petits mots, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, donner votre avis, parler entre vous, c'est fait pour ça. N'hésitez pas. Et puis voilà, bienvenue. Moi, c'est Julie et je suis responsable pédagogique chez Maestro. Je vais laisser Claire, du coup, se présenter. Je te laisse reprendre les slides, Claire. Ouais, je vais partager la présentation, comme ça vous aurez le contenu et comme ça en parallèle, si vous pouvez nous écrire un peu quel métier vous faites dans le chat, ça sera bien. Ok, donc je vais commencer. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Claire. Je suis donc ce qu'on appelle une Product Marketing Manager. Je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est B2B, SaaS, Tech, avec une expertise dans le positionnement de produits, la construction de stratégie go-to-market et comment stimuler l'adoption des produits grâce au storytelling et à des campagnes. Et du coup, mon objectif en tant que PMM, c'est vraiment de faire le lien entre la technologie, le produit et les besoins des utilisateurs et du marché. Juste pour faire un petit aperçu de mon background, j'ai une formation classique prépa école de commerce. Après cette formation, j'ai fait mes armes en termes de product marketing chez Spendesk, où je suis arrivée au tout début du lancement du produit, où j'ai contribué au développement, au lancement de cette plateforme qui est une plateforme dans le B2B de gestion des dépenses professionnelles qui est adoptée par beaucoup d'entreprises en Europe. J'ai ensuite rejoint Figure en early stage, en phase de post-lancement produit, où j'ai travaillé à affiner le positionnement de Figures et à les aider à piloter le lancement de fonctionnalités majeures pour essayer de renforcer un peu leur rôle. Figures, c'est une plateforme de compensation management software. Du coup, ils travaillent sur tout ce qui est transparence et équité salariale, toujours dans le monde du B2B. Puis j'ai travaillé dans l'équipe produit chez Believe, toujours en tant que product marketing manager, où j'ai accompagné des artistes, des labels pour essayer de construire des produits, notamment les produits analytics, pour essayer de transformer tous ces insights qui viennent de Spotify, de YouTube Music, etc. Essayer de rendre ces insights exploitables pour aider ces milliers de professionnels dans la musique, pour les aider à développer leur audience et leur performance grâce à la data. Et plus récemment, j'ai rejoint les équipes de Swan. Je suis retournée dans l'univers fintech la semaine dernière, où je vais contribuer à développer les solutions de Swan. Swan, c'est vraiment de l'intégration bancaire. Du coup, on permet à d'autres équipes produits d'intégrer des fonctionnalités bancaires et financières à l'intérieur de leurs propres produits. Voilà, on accompagne plus de 150 entreprises en Europe aujourd'hui pour les aider sur toute leur stack bancaire et financière. Voilà, et aujourd'hui, on va parler du go-to-market, de lancement produit et de product marketing. Et je serais ravie de répondre aussi à toutes vos questions. Beau parcours, Claire. Est-ce que tu peux commencer peut-être par définir ces termes qui sont peut-être complètement bizarres pour certaines personnes, toutes ces lettres mises bout à bout. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre chacun des concepts
Oui, bah carrément. Surtout que je pense que chaque entreprise est aussi en fonction du stade de l'entreprise, en fonction de son industrie, on a peut-être et en fonction de sa maturité produit et marketing, on donne peut-être différentes définitions au terme go-to-market, au terme product marketing et au terme lancement produit. Du coup, je pense que c'est pas mal qu'on mette un peu des définitions sur tout ça pour que ça soit tout le monde. J'ai fait une petite slide récapitulative. Mais en gros, pour que tout le monde, chaque entreprise peut avoir sa propre définition. Mais aujourd'hui, pour qu'on sache un peu où mettre un scope sur ces termes, le product marketing ou l'abréviation PMM, Product Marketing Manager, c'est vraiment une fonction au sein de l'entreprise qui peut faire partie de l'équipe produit ou de l'équipe marketing. C'est une fonction clé qui aligne le produit sur les besoins et les attentes sur les besoins marchés et les attentes des utilisateurs. Du coup, c'est vraiment une fonction, un département au sein de l'entreprise qui va travailler principalement sur 4 piliers et on va travailler souvent en collaboration avec des PM et avec des équipes marketing et commerciales. On va travailler sur tout ce qui est recherche utilisateur, recherche marché, ce que j'appelle un peu insights. On va travailler sur le positionnement d'un produit, le positionnement d'une fonctionnalité pour s'assurer que ce qu'on va promouvoir sur le marché soit différenciant et soit unique par rapport à une certaine cible qu'on a envie d'atteindre. On va travailler sur le messaging, donc ça c'est comment on va parler de notre produit, comment on va adapter un certain message à une cible et c'est tout ce qu'on va voir un peu pendant ce webinaire aussi et sur toutes les stratégies d'activation. Du coup, ça c'est tout ce qui est adoption produit, favoriser aussi de l'usage quand c'est nécessaire sur certaines fonctionnalités un peu clés du produit. Voilà, c'est tout ce qui est je dirais accompagnement à la fois des utilisateurs et des équipes en interne pour s'assurer que chacun puisse parler du produit, chacun soit autonome aussi pour accompagner ses clients, ses utilisateurs finaux. Voilà, donc c'est vraiment une fonction qui est un peu polymorphe, qui est souvent en collaboration avec pas mal de départements de l'entreprise. Donc ça, c'est pour tout ce qui est product marketing. Et une des grosses, je dirais, missions du product marketing, c'est d'assister et de permettre d'exécuter de manière assez efficace une stratégie de go-to-market. Et là, je mets dans 2 boxes différentes. La stratégie de go-to-market, qui pour moi est une stratégie un peu globale d'entreprise qui englobe tous les départements, souvent business et produits, où là, c'est la stratégie et le plan pour atteindre ses clients et générer de revenus via un produit, via une stratégie commerciale, via l'expansion sur un nouveau marché. Voilà, tout ça, c'est une stratégie de go-to-market, donc c'est assez global, c'est assez, je dirais, high level en termes de stratégie. À l'intérieur de cette stratégie go-to-market, on peut par exemple, et on trouve souvent en produit, vu qu'on travaille à développer des fonctionnalités, on trouve souvent les lancements produits. Donc ça, c'est l'introduction d'une nouveauté produit sur un marché pour aller cibler un marché cible. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle app, un nouveau produit, une nouvelle ligne de produit. Tout ça, c'est un lancement produit qui fait partie et qui alimente la stratégie de go-to-market globale d'une entreprise. Et mais chaque entreprise a sa propre définition. Parfois, il y a des équipes commerciales, marketing qui s'appellent l'équipe go-to-market. Par exemple, chez Swan, c'est le cas aujourd'hui. Donc, chacun a un peu sa propre définition, mais moi, c'est comme ça que je propose qu'on orchestre un peu ces différents termes. Ok. Et pour toi, c'est quoi les étapes d'une stratégie de go-to-market ? C'est une bonne question. Les étapes d'une stratégie go-to-market, il y a plusieurs phases en fait pour essayer de développer un plan de go-to-market. Il va y avoir toute la phase un peu de recherche et de travail en amont. Je montrerai une slide après de recherche et de travail en amont pour s'assurer que on comprend bien son audience. On fait sa recherche utilisateur et un peu sa discovery pour s'assurer que on comprend bien son audience, on connaît par cœur leurs problèmes. Voilà, il y a toute cette phase un peu de recherche en amont. Après, il y a une phase de préparation où une fois qu'on commence à faire le delivery du produit, il y a souvent l'équipe product marketing qui s'occupe de faire toute la phase de préparation du go-to-market, c'est-à-dire s'assurer qu'on travaille un positionnement qui soit différenciant sur le marché par rapport à la concurrence si jamais on est sur un marché très très compétitif, par rapport à une innovation produit qui nous permette de se positionner autrement sur un marché, par rapport à par exemple une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre d'atteindre une certaine cible de prospects et de clients qu'on n'arrive pas à convaincre à l'heure actuelle grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, ça peut être, il peut y avoir plein de différents
différents objectifs business et produits. Et il y a toute cette phase de préparation pour s'assurer que on cible bien la bonne audience avec un positionnement qui est assez clair, Après, il y a toute la phase de s'assurer que les équipes en interne, notamment les équipes commerciales, les équipes support, les équipes customer success, sont au courant du lancement et sont formés. Souvent, c'est en duo, l'équipe product marketing et produit qui s'assure qu'en interne, tout le monde ait les bonnes informations, tout le monde ait les bons matériaux marketing, matériaux produits, démos produits et informations pour qu'ils soient autonomes. Et je dirais dans une quatrième phase, la phase de lancement où on va faire le go live auprès des utilisateurs finaux, auprès des clients à qui on a envie de promouvoir ce nouveau produit, cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, donc je dirais qu'il y a un peu 4 phases comme ça qui s'étalent dans le temps et qui est bien évidemment, qui n'est pas portée par une seule personne, qui est à chaque fois une collaboration entre le product marketing, le produit et les équipes commerciales. Ok. Et en quoi c'est indispensable pour le produit, pour ton produit, d'avoir une stratégie go-to-market et de suivre ces étapes-là? Alors, c'est indispensable pour que le produit qu'on est en train de développer atteigne vraiment son marché cible. Voilà, nous, et je pense que j'ai vu, il y a la majorité d'entre vous qui sont qui travaillent au produit, donc c'est génial de avoir fait toute cette phase de discovery, avoir fait toute la phase un peu de delivery, d'avoir designé sa fonctionnalité, fait une bêta assez limitée en termes de scope et en termes d'utilisateurs avec qui on teste, etc. La stratégie de go-to-market, c'est comment je fais de cette initiative, comment je fais atterrir cette initiative auprès d'un segment de clients cibles, auprès d'un segment d'utilisateurs que j'ai envie de toucher, qui soit vraiment plus large. Et du coup, faire en amont et travailler, et ça va être un peu un de mes conseils que je vais donner aujourd'hui, travailler un peu en amont et en parallèle de la delivery, commencer à préparer le go-to-market, c'est vraiment essentiel pour s'assurer qu'on va toucher son marché cible et s'assurer qu'on va bien faire atterrir notre fonctionnalité dans la main des utilisateurs. Donc, je dirais, il y a un peu, les avantages de cette préparation de go-to-market, c'est 4 avantages. Je dirais, c'est vraiment savoir cibler les bons clients avec précision. Donc, bien connaître le segment de marché cible qu'on essaye de toucher avec ce go-to-market, cette nouvelle fonctionnalité. À la fois en termes, si on est dans le monde du B2B, à la fois en termes de segment d'entreprise, donc quelles sont les caractéristiques des entreprises, et à la fois aussi en termes de personas. Qui vont être les personas décisionnaires pour acheter cette nouvelle fonctionnalité si jamais c'est une fonctionnalité payante, qui vont être les personas utilisatrices in fine de ma fonctionnalité que je vais devoir accompagner pour qu'elles comprennent la nouveauté, pour qu'elles prennent des nouvelles actions dans mon produit et pour qu'elles s'habituent aussi à utiliser le produit au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de son utilisation. Du coup, il y a vraiment ce ciblage et cette compréhension très fine de l'audience qui va nous permettre de bien faire atterrir le produit sur le marché. Il y a tout ce qui est positionnement, comme je disais, et différenciation. S'assurer qu'une fois que j'ai une nouvelle fonctionnalité, je vais pouvoir lui trouver une place un peu dans le marché où à la fois mes clients, les prospects, en fonction de l'objectif du lancement et du go-to-market, mais où je vais pouvoir trouver vraiment une place unique avec une proposition de valeur qui soit très forte et qui invite mes utilisateurs ou mes clients à se lancer un peu dans la nouveauté. Le go-to-market, c'est aussi, et on va voir ça dans le webinaire, c'est aussi un momentum et une très forte collaboration entre le produit et le business. Et le go-to-market, c'est vraiment cet instant fort qu'on doit absolument, je dirais, optimiser au maximum pour s'assurer qu'on va avoir un impact commercial dès le lancement. C'est-à-dire qu'on va sortir un peu de cette phase de bêta, cette phase de testing où on va s'assurer de la bonne de l'optimisation fonctionnelle d'une fonctionnalité c'est sur le marché et on va s'assurer qu'on a un impact un peu sur le marché, soit en termes de revenus, soit en termes de ça nous débloque des nouveaux deals. Voilà, donc il y a plusieurs objectifs, mais je pense que cet impact et cette collaboration business et produit, elle est hyper forte dans cette phase de go-to-market. Et après, une fois que son produit et après ça permet de limiter les risques d'échec et aussi d'itérer sur son propre produit. Une fois que le produit
produit est dans la main de plus de personnes, qu'on a beaucoup plus de retours d'utilisateurs et que c'est sur le marché, soit qu'on voit un peu de traction quand on essaye de convertir des prospects à notre produit grâce à un nouveau go-to-market, ou bien quand c'est nos propres utilisateurs actuels qui utilisent une nouvelle fonctionnalité. On a vraiment beaucoup plus de retours marché, de retours utilisateurs qui alimentent un peu nos réflexions en product marketing sur le messaging et le positionnement, mais qui alimentent aussi le produit sur comment est perçu mon produit sur le marché. Et ça permet de faire plus vite des itérations et ça nourrit vraiment ce cycle un peu vertueux, je dirais, de réflexion produit. Voilà. Et comment tu sais que ta stratégie go-to-market, elle est réussie? C'est une bonne question. Pour savoir un peu si sa stratégie go-to-market est un succès, je pense que déjà la première phase, c'est dans la phase de préparation, avoir un objectif clair de ce qu'on essaye d'atteindre. On peut pas avoir une stratégie go-to-market en disant bon ok, j'essaye de toucher tout le monde. Je pense qu'il faut savoir choisir un peu ses batailles. Quand on fait un go-to-market, il faut... Et moi, j'aime bien le positionner. Par exemple, on a souvent des OKR de boîte au niveau compagnie. Moi, j'aime bien positionner mes gros go-to-market. Comment je peux réussir à le positionner à l'intérieur de la stratégie de l'entreprise pour que ça puisse servir un des gros KPI, soit en termes de revenus, soit en termes d'acquisition client, soit en termes de débloquer un super gros deal qui est important pour la boîte. Donc ça, c'est pour toute la partie commerciale. Ou bien, si jamais on a un gros OKR de boîte qui est développer l'usage de tel product line, je vais essayer de mettre le lancement d'un go-to-market pour qu'il puisse appuyer et servir plus globalement la stratégie de l'entreprise. Donc, une fois, donc mon conseil, ça serait de avoir un objectif clair et avoir un objectif cible sur OK, à quoi va servir mon go-to-market. Après, à l'intérieur, et c'est souvent une des étapes de la préparation, à l'intérieur de la préparation d'un go-to-market, on va essayer de mettre derrière des KPI clés pour s'assurer que toute la présentation soit un peu, toute la préparation du go-to-market soit, génère de l'impact. Moi, j'aime bien un peu, on peut choisir plein de KPI différents. J'aime bien avoir 4 types de KPI pour mesurer un peu le succès d'un go-to-market. Savoir ce qu'on impacte en termes de business. Donc ça dépend de tous les business models des entreprises qui sont multiples dans le B2B, dans le B2C. Mais là, je vous ai mis quelques exemples, moi, des business impact qu'un go-to-market peut avoir. Par exemple, je sors une fonctionnalité qui était mon ancien numéro 1 de bloqueur de mes clients pour utiliser, par exemple, chez Spendesk, des cartes physiques. Le business impact que ça va avoir, ça va être increase product usage, parce que en ajoutant cette nouvelle fonctionnalité qui va débloquer un peu le problème numéro 1 de mes utilisateurs pour utiliser les cartes physiques, j'espère avoir un impact business sur accroître un peu l'utilisation de mon produit. On peut avoir aussi des KPI qui sont des KPI purement de revenus, c'est-à-dire comment j'impacte la génération de revenus finaux, par exemple, si on a des business models qui sont basés sur de l'ARR, du MRR, et qu'on a une fonctionnalité qu'on dispose, par exemple, dans nos plans de pricing payants, on impacte directement le MRR et l'ARR de l'entreprise. Donc ça, on peut l'avoir, c'est souvent pour les gros to-market, où on va packager un peu les fonctionnalités dans les plans un peu supérieurs. Et je pense que c'est aussi pas mal, notamment quand on a des forts objectifs et une stratégie qui est vraiment basée sur la rétention de ses clients actuels, ce qu'on va souvent servir en produit, d'essayer de positionner ça en termes de tout ce qu'on va réussir à sauvegarder en termes de revenus d'expansion et de renewal ou de réduction du churn. Donc voilà, il y a toutes ces... Donc ça, c'est les impacts un peu purement business revenus. J'aime bien coupler un peu ces KPI assez tangibles avec des KPI qui sont un peu plus sur comment je vais aider l'entreprise à être plus performante, comment je vais accompagner mes équipes commerciales à être plus performantes. Ça, si jamais vous avez un CRM qui est bien paramétré grâce à vos équipes opérations, on peut suivre assez facilement tout ce qui est win rate, deal velocity. Parfois, c'est un peu compliqué de lier le lancement d'un go-to-market ou d'une nouvelle fonctionnalité, mais on voit des tendances un peu positives par
rapport à des go-to-market qui ont été bien faits. Donc moi, je dis pas que j'ai assez de facilité à lier le lancement d'une fonctionnalité avec ses impacts, mais ça nous permet de suivre un peu en termes de long terme la performance des sales. Ce que j'aime bien faire aussi pour les gros go-to-market notamment et les features qui vont être positionnées un peu comme clés pour débloquer des deals ou pour aller atteindre des nouveaux clients, c'est évaluer la confidence des sales dans le fait de vendre une fonctionnalité. Si jamais j'ai une petite anecdote à raconter par rapport à ça, mais c'est hyper important de savoir et d'essayer de traquer si jamais ces sales, si jamais les équipes commerciales sont à la fois autonomes et sont un peu confiants par rapport à parler d'une nouveauté. Souvent, ça peut être complexe, souvent, ça peut être un peu compliqué. Donc, j'aime bien faire une survey avant un lancement et après un lancement pour essayer un peu tous les quarters d'évaluer leur confiance par rapport aux nouveautés produits qu'on a sorties dans le quarter. Et après, purement en termes de productivité, pour voir d'un go-to-market à un autre, si jamais on s'améliore en termes de productivité, j'aime bien suivre tout ce qui est time to market, donc le temps qu'on a mis entre la bêta et le go live, le go live de la fonctionnalité. Combien de temps on a fait gagner à tout le monde, et aussi le nombre de supports clients, de tickets de support client qui posent des questions. Donc c'est pas forcément des bugs, hein, mais qui posent des questions sur les nouveautés de la fonctionnalité, comment ça marche, etc. Qui peut aussi atteindre parfois la productivité des équipes support qui sont déjà très bien occupées. Voilà, donc c'est un peu, moi j'aime bien avoir 4 familles de KPI. Après, en fonction de l'objectif d'un go-to-market, avoir des business impact, revenue, sales performance et productivité. Est-ce que dans ton expérience, il y a eu des erreurs que tu as faites, des pièges dans lesquels tu es tombé et tu pourrais donner des conseils par rapport à ça, dire Ouais, carrément. J'ai listé un peu, moi, les erreurs courantes que je rencontre dans le cadre d'un lancement de fonctionnalité ou d'un go-to-market. Premièrement, c'est souvent, et c'est je dirais que c'est des écueils un peu qu'on a souvent en produit au product marketing quand on fait des produits complexes, c'est de décrire seulement le produit fonctionnellement, c'est-à-dire fonctionnalité 1, fonctionnalité 2 quand on lance un nouveau produit, mais oublier de faire ce travail sur ce positionnement et oublier de vraiment construire une proposition de valeur claire avec des messages qui soient adaptés en fonction de sa cible, avec des bénéfices clairs pour vraiment inviter sa cible à vouloir découvrir un nouveau produit, vouloir le tester et l'adopter sur une longue période de temps. Du coup, je dirais qu'il faut sortir de cette description purement fonctionnelle pour aller vraiment vers, et purement feature-oriented, pour aller vers vraiment quelque chose qui soit tangible en termes de bénéfices pour les utilisateurs et les clients. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est, comme je vous disais, un projet de go-to-market ou de lancement produit, c'est un projet qui est collaboratif dans l'entreprise. On n'est pas tout seul au produit, c'est pas parce qu'on a construit une fonctionnalité que le go-to-market repose seulement sur nos épaules. Non, il faut impliquer le business surtout, le leadership. Dès qu'on a identifié qu'un go-to-market, qu'un lancement était hyper important, on les implique assez tôt dans le process. On fait toute la partie un peu préparation avec eux. C'est-à-dire que moi, si j'ai le lancement d'une nouvelle fonctionnalité à faire, je vais aller toquer à la porte des sales en disant « Ok, bon, dans un mois, il y a ça qui arrive sur le marché, on va se positionner comme ça. » De quoi vous avez besoin en termes de formation, en termes de nouvel asset marketing? Est-ce que vous avez besoin d'un one-pager? Est-ce que vous avez besoin qu'on rajoute une nouvelle slide dédiée dans votre pitch deck? Je vais les voir pour essayer de vraiment cerner leurs besoins et de construire avec eux un peu toute la préparation du go-to-market et les impliquer bien évidemment dans tout ce qui est formation. Mais je conseille de ne pas les impliquer une semaine avant, de vraiment les impliquer en amont du process et de co-préparer un peu tout ça avec eux en fonction de leurs besoins. Voilà. Ce que je propose, ce que je conseille aussi, c'est d'avoir un process assez clair en termes de go-to-market, c'est-à-dire savoir avoir un peu un tiering de fonctionnalités, c'est-à-dire savoir jauger un peu l'importance et les efforts de préparation qu'on va mettre derrière. Une petite fonctionnalité qui va
amélioré, qui va pas beaucoup impacter nos utilisateurs, ne va pas demander le même travail de préparation et le même investissement product marketing et produit qu'une grosse fonctionnalité payante qui va nous permettre de développer X K d'ARR, quoi. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en place, avoir un petit framework de tiering et un peu une checklist, une liste d'actions et d'activités spécifiques associées. Je trouve ça nécessaire pour à chaque fois ne plus se poser de questions et avoir un process un peu adopté par les équipes où tout le monde est aligné sur le niveau d'importance et aussi où chacun sache quoi faire dans la phase de préparation de go-to-market, voilà, pour favoriser la collaboration. Investir dans la formation et la documentation, donc s'assurer que, et surtout en tant que PM, en fait, quand on sort une nouvelle fonctionnalité ou quand on fait un go-to-market, quand on fait pas assez ce travail de formation, de documentation, faire une FAQ, faire une démo produit qu'on va enregistrer pour que ça soit toujours à disposition des sales, le mois qui suit, on va avoir 150 000 questions sur Slack, on va sans cesse être débordé par les demandes des CSM et qui, à juste titre, nous demandent plus de détails parce que nous, on est les experts produits, soit en product marketing, soit en produit. Donc moi, en tant que PM, je vous conseille de vraiment investir dans formation, documentation des équipes pour qu'ils soient le plus autonomes possible et que vous soyez tranquille après pour commencer à travailler justement, à continuer à travailler sur votre roadmap, quoi. Voilà, et après, souvent, on pense que le jour du lancement, voilà, c'est sur le marché, on a lancé le premier touchpoint de notre campagne, c'est fait. Non, en fait, malheureusement, c'est que le début et on va voir un peu l'impact sur le marché au bout de. Et il faut continuer à suivre dans le temps et à mesurer l'impact de son go-to-market, au bout de une semaine, un mois, 3 mois, pour voir vraiment un peu comment on a réussi à driver de l'adoption produit, comment on a réussi à impacter le cycle de vente côté acquisition, est-ce qu'on a réussi à retenir de nouveaux clients grâce à ça. Voilà, le jour J, c'est un jour qu'il faut savoir célébrer, je pense en interne, c'est aussi un moment de célébration et tout, c'est cool. Mais il faut savoir aussi s'assurer qu'on suit ça dans le temps pour vraiment essayer de jauger l'impact et d'apprendre et d'itérer grâce au go-to-market et à la mise sur le marché de son produit ou de sa fonctionnalité, quoi. Voilà. Trop bien. Tu parles, la première erreur que tu as citée, c'est de décrire le produit fonctionnellement et oublier de le mettre en valeur. Du coup, ça introduit un peu la notion de storytelling et en quoi elle peut servir le produit. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est et en quoi, pour toi, c'est vraiment un must-have pour un lancement produit, de pas seulement raconter la fonctionnalité, mais de vraiment raconter le produit? Carrément. Et ça, c'est un peu tout, c'est un peu toute la magie et souvent ça se passe dans une forte collaboration, dans un binôme entre PM et PMM. Si vous n'avez pas de PMM dans votre équipe ou dans votre équipe marketing, souvent c'est un rôle qui doit être pris par le PM. Du coup, je vais essayer, c'est pas évident, mais je vais essayer de vous donner quelques clés, juste pour essayer de comprendre un peu pourquoi c'est important. J'aime bien montrer ce visuel de Mario. Souvent, en fait, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de marketer notre produit, donc la fleur. Et en fait, ce qui est vraiment utile dans cette phase de go-to-market et qu'on va aller alimenter avec le storytelling, c'est de raconter la vie de notre client. Et il faut vraiment prendre en compte et se concentrer sur ce que va devenir notre client, ce que va devenir notre utilisateur grâce aux bénéfices qu'il en retient en utilisant le produit. Du coup, on ne va pas marketer la fleur. Ce qu'on va marketer, c'est le pouvoir de la fleur et comment ça a un impact sur le travail de notre client si on est dans le monde B2C, mais comment ça a changé, ça a eu cette valeur ajoutée auprès de nos clients, auprès de nos utilisateurs. Donc, j'aime bien juste poser un peu les bases en disant, voilà, on ne markete pas la fleur, on markete le pouvoir de la fleur avec vraiment en essayant de mettre en lumière un peu la valeur que ça a apporté à l'être humain qu'on a accompagné avec notre produit. Du coup, ça, c'est un peu ma philosophie par rapport à ça. Et comment le faire de manière simple et souvent, comment le faire de manière simple. Je trouve qu'un outil marketing, et c'est un peu le sujet du jour, c'est d'utiliser le storytelling.
Et pourquoi utiliser le storytelling? Ça va nous permettre un peu de raconter. Souvent, on va avoir des projets, des fonctionnalités, des projets produits qui vont être un peu complexes, techniques. Et utiliser le storytelling, c'est vraiment un outil marketing et un outil en fait de communication qui peut nous permettre de transformer un peu ces informations plutôt complexes et techniques en histoires qui inspirent, histoires qui vont nous aider à convaincre notre audience cible, que ce soit client ou que ce soit parfois utilisateur. Du coup, ça nous permet de vraiment mettre en valeur un peu cette valeur, enfin le pouvoir de la fleur, comme je l'expliquais avec. Ça nous permet de créer des liens émotionnels. Comme je vous parlais du positionnement, travailler un peu son storytelling, ça nous permet vraiment d'essayer de nous distinguer. Et en plus, aujourd'hui, on a toutes les boîtes tech qui, enfin les boîtes tech et aussi les boîtes dans le B2C, on est en tant que client et en tant qu'utilisateur, on a tout le temps des notifications, on est tout le temps un peu alpagué par une nouvelle sur le marché. Avoir un storytelling assez fort et unique, ça nous permet de se distinguer, ça nous permet d'avoir une part de voix auprès de nos utilisateurs ou auprès du marché qu'on essaye de cibler, souvent quand on est dans un marché concurrentiel en plus. Ça nous permet de mettre en lumière un peu notre unicité. Et dernier point, et je trouve que c'est un point ultra important, le storytelling, on pense souvent que c'est des histoires hyper inspirantes qui sont, là il y avait le Super Bowl avec les pubs ultra inspirantes qui racontent, qui sont vraiment du domaine un peu émotionnel et inspirationnel, c'est vrai, mais je trouve que le storytelling, notamment dans une stratégie de go-to-market produit, ça sert vraiment à aussi aligner les équipes en interne autour d'une histoire un peu puissante et inspirante. Et ça, c'est clé. En fait, son go-to-market, il peut pas avoir un fort impact en externe auprès de son marché et de ses utilisateurs finaux si jamais ses équipes en interne, les sales, les customer success, les équipes commerciales ne croient pas en fait dans ce produit. Et le storytelling, je trouve que c'est vraiment, enfin moi, je l'utilise le plus souvent comme ça. En fait, au final, je l'utilise parfois dans mes campagnes externes de go-to-market, mais je l'utilise principalement. Et je pense qu'en termes de PM, c'est ce que vous seriez amené à faire le plus possible. Je l'utilise pour essayer d'aligner mes équipes en interne et qu'ils comprennent vraiment la fonctionnalité du go-to-market qu'on essaye de faire. Voilà, c'est un peu les points, comment se servir du storytelling. Et je trouve que quand on est PM, et j'ai quelques exemples si tu veux partager. Oui, des exemples. Et du coup, donc ça, c'est un peu la théorie de pourquoi c'est important et pourquoi je vous invite à l'utiliser. J'ai mis quelques exemples rapidement alors c'est pas j'ai fait un mix de produits qui sont sortis récemment la semaine dernière et de produits un peu iconiques. Déjà pour un storytelling un peu pour souligner sa valeur produit, il y a l'exemple un peu iconique de l'iPod. Ils auraient pu hyper facilement dire quand ils ont sorti l'iPod, oui, c'est un disque dur avec 5 GB. Ça, c'est purement de la fonctionnalité, c'est purement, moi, en termes de PM, qu'est-ce que j'ai apporté en termes de capacité fonctionnelle à mes utilisateurs. On aurait pu facilement le décrire comme ça, et c'est une bonne description fonctionnelle de cet outil. Par contre, quand on essaye de promouvoir auprès de notre client cible, je pense pas que ça parle au commun des mortels. 5 gigabytes, je sais pas ce que c'est, etc. Disque dur parfois pour des cibles non tech, encore moins. Voilà. Eux, ils ont choisi dans un peu leur storytelling pour souligner leur valeur produit, un discours qui sert à tout le monde, qui est un peu plus axé sur le storytelling, qui est 1000 chansons dans votre poche. Et direct, quand c'est exprimé comme ça, c'est vrai qu'on a plus que ça va toucher plus de monde, que c'est un narratif sur lequel on peut vraiment se raccrocher en disant ah ouais, mais en fait moi dans mon MP3 je peux que mettre 150 sons, j'ai pas vraiment de capacité. Oh, l'iPod c'est un nouveau produit et je vais pouvoir avoir plus de chansons sur mon iPod. Voilà, vraiment essayer de trouver un storytelling qui accroche un peu pour souligner sa valeur produit et pour dépasser le cadre vraiment de pure description fonctionnelle dans un cadre qui va être orienté et perçu comme un bénéfice par les utilisateurs finaux. Du coup, ça, c'est un premier à un peu souligner sa valeur produit, utiliser le storytelling pour souligner sa valeur produit. Après, il y a le storytelling dans tout ce qui est créer un peu une émotion, enfin, essayer de se lier avec avoir une résonance un peu émotionnelle avec son audience. Je vous ai pris Opera Air, qui a fait quand même un shift qui sort. Donc, Opera, c'est le browser, le net internet browser.
eux, ils vont quand même essayer de faire de la concurrence à Google Chrome, qui est quand même, ou Firefox, qui sont les deux browsers les plus utilisés dans le monde. Ils ont sorti un nouveau produit qui s'appelle Opera Air, qui est vraiment basé sur un peu l'émotion du mindfulness, le fait de ne pas être stressé dans le cadre de son travail ou dans le cadre de sa navigation sur Internet. Et ils ont sorti un peu, on dirait une app de méditation un peu. C'est un peu inspiré de là. Ils ont essayé de créer vraiment, enfin d'essayer d'aller toucher une audience cible qui, par exemple, pourrait être stressée par les multiples onglets qu'on a tous d'ouverts sur notre navigateur. Voilà. Ils essayent vraiment d'aller créer une résonance émotionnelle et de se distinguer aussi avec un storytelling qui est basé sur tout ce qui est mindfulness, tout ce qui est un peu ouais, je dirais peace of mind. Je suis désolée, j'emploie des termes en anglais, mais toute cette un peu ce storytelling autour de pas de charge mentale. Vous avez un nouveau navigateur très épuré qui vous permet de ne pas être stressé dans votre navigation sur Internet. Voilà, donc je trouvais que c'est un exemple qui date de la semaine dernière, mais que via le storytelling qu'ils avaient raconté, et ils ont sorti une vidéo pour expliquer un peu tout leur go-to-market, ça permet d'essayer de comprendre et de se projeter un peu dans un storytelling qui essaye de créer une résonance émotionnelle. Et direct, quand les gens vont voir cette vidéo, vont voir ce lancement, ils vont comprendre la différence entre un Google Chrome, un Firefox et un Opera Air, et en fonction de leurs propres aspirations personnelles, ils vont être aptes à faire un choix de l'un plutôt que l'autre. Ils vont être avancés un peu dans leur compréhension de quels sont les bénéfices de Opera Air par rapport à un Google Chrome. Voilà. Et après, je sais pas, est-ce que tu as envie peut-être un dernier petit exemple. Je parlais de storytelling aligné, et pour inspirer l'action et aligner les équipes en interne, moi je vous disais, le storytelling, quand on est PM ou quand on est PMM, c'est d'abord, il faut embarquer nos équipes en interne avant d'aller embarquer nos prospects et nos utilisateurs finaux. Du coup, moi j'utilise souvent le storytelling pour inspirer l'action en interne, pour faire essayer de promouvoir, quand je prépare un lancement, essayer de faire en sorte que mes fonctionnalités soient comprises. Je vous ai mis l'exemple d'un lancement de fonctionnalité que j'avais fait chez Spendesk qui s'appelait Play by the Rule, où je voulais faire une campagne de lancement d'une nouvelle fonctionnalité avec tout un plan de go-to-market derrière. Et ça, c'était promotion du coup de cette nouvelle fonctionnalité qui était quand même assez inconnue des équipes commerciales. Et du coup, je vous ai un peu mis la structure du storytelling que j'ai employé en interne pour mes équipes. Ça, c'était à destination des équipes commerciales. Du coup, Play by the Rule, c'était quoi? C'était une nouvelle fonctionnalité de contrôle avancé sur les cartes pour essayer de réduire le nombre de reçus manquants qui était un des gros pain points de l'utilisation de notre produit. Du coup, j'ai par exemple fait une slide en disant Why People Should Care, avec vraiment en essayant de reprendre avec de la donnée de tout ce qu'on avait fait en termes de recherche utilisateur avec le produit, donc tout ce qui était pain point des buyers et des user personas, en essayant vraiment de leur donner une vue assez complète sur pourquoi les gens ont besoin de cette fonctionnalité, pourquoi nos utilisateurs ont besoin de cette fonctionnalité. Je faisais le rappel d'un peu tout ce qui était régulation, besoins légaux, pour essayer vraiment de justifier un peu ce besoin de la nouvelle fonctionnalité. Et après, il y avait le positionnement de la fonctionnalité, comme quoi ça devenait un peu le nouveau, j'avais marketé ça un nouveau best friend, mais que c'était vraiment le nouveau bras droit, je dirais, des équipes finances pour qu'ils luttent contre les reçus manquants, avec justement les bénéfices clés et la proposition de valeur. Donc j'avais amené ça un peu avec du storytelling sur improve spending habits and collect 100% of receipt. 100% of receipt, c'était du coup la volonté numéro 1, je dirais le monde idéal de nos équipes finances, avec Play by the Rule, avec vraiment des bénéfices clés qui étaient associés à un peu la recherche, je dirais, la recherche
recherche d'émotions et la recherche d'idéal de nos équipes finance qu'on avait envie de servir. J'avais intégré à toute cette un peu présentation, ce storytelling en interne, des preuves clients que j'avais tirées de la bêta. Par exemple, on avait des wordings, des mots qui étaient assez forts, des verbatim qui nous venaient des clients qui avaient participé à la bêta avec nous côté produit, que j'ai réintroduit derrière dans cette un peu storytelling pour s'assurer que les équipes commerciales soient confiants sur le fait que que la nouvelle fonctionnalité était vraiment appréciée des clients. Voilà, je vous ai un peu décliné comme quoi un storytelling c'est pas forcément quelque chose de très très inspirationnel et high level qu'on peut utiliser en externe, c'est aussi quelque chose qu'on doit utiliser en interne pour inspirer l'action, s'assurer que les sales soient confiants dans la nouvelle fonctionnalité qu'ils vont devoir vendre et un peu promouvoir, et aligner les équipes sur un positionnement qui soit clair, qu'on va après mettre à disposition en externe auprès des clients, quoi. Voilà, c'est un peu les. Je vous ai mis des exemples assez rapides comme ça pour essayer de comprendre comment on peut, à quoi ça sert et comment on peut orchestrer le storytelling dans un go-to-market. Trop bien. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la mode qui a vraiment émergé, enfin, qui existe depuis longtemps en réalité, mais je trouve qu'en 2024, on en a vachement entendu parler, encore plus en 2025, vraiment cette tendance des keynotes, de faire vraiment des événements pour raconter son produit, ses nouvelles fonctionnalités, faire quelque chose vraiment de grandiose autour de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et notamment, toi, quel est ton point de vue par rapport au fait que toi, tu travailles beaucoup en B2B? Franchement, c'est une excellente question, et c'est vrai qu'il y a un peu une tendance, mais en fait, c'est une tendance, c'est né avec les grandes keynotes d'Apple qu'on connaît, un peu emblématique, je dirais, de ce mode de communication, je dirais. Moi, je trouve que c'est vraiment utile quand on a, par exemple, un lancement produit majeur sur lequel on a vraiment envie de mettre l'emphase et où ça va carrément, je dirais, impacter de manière très forte la stratégie de l'entreprise. Si jamais je sors un tout nouveau produit, une toute nouvelle verticale de produits, j'aurais tendance à dire que c'est utile de faire une keynote pour s'assurer qu'on résonne vraiment au niveau marché et au niveau je dirais brand awareness, quoi, au niveau tout début du funnel pour toucher un peu nos prospects et nos clients. Je trouve ça top, et je trouve ça utile. Je trouve ça utile dans le monde du B2C aussi, où on fait des gros lancements clients qui vont toucher aussi une base très large de clients. Moi, dans le B2B, mon avis là-dessus, c'est que on s'adresse à des gens qui travaillent, on s'adresse à des gens qui n'ont pas le temps, on s'adresse à des gens qui sont pressés. Moi, je me verrais pas, par exemple, pour les solutions, pour les entreprises que j'ai accompagnées, je me verrais pas demander à tous mes clients de s'arrêter de travailler pendant 1 heure et de leur dire pour qu'ils puissent suivre les nouveautés de tel ou tel produit. Voilà. Moi, je préfère intégrer les go-to-market dans leur propre flow, dans leur propre user flow. Par exemple, je vais promouvoir ma nouvelle fonctionnalité sur la page de login, quand il est en train d'entreprendre une action spécifique. Moi, je préfère m'inscrire dans une certaine logique de parcours utilisateur plutôt que de leur bloquer du temps spécialement pour qu'ils me regardent. Moi, je préfère les regarder, voir comment ils agissent, pour que au moment clé où il a besoin de ressentir la valeur ou la nouvelle valeur du produit ou de la fonctionnalité que j'ai développée, je préfère m'introduire à l'intérieur de son parcours utilisateur pour lui démontrer que ou l'inviter à utiliser un produit ou une fonctionnalité. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu plus propre au monde du B2B, au monde du B2B, voilà. Et après, je trouve ça, les keynotes, c'est vrai que c'est quand même pas mal quand on a une forte vélocité en termes de produits et qu'on sort beaucoup de fonctionnalités. C'est aussi pas mal de pouvoir faire un récap, bon, soit sous forme écrite, soit sous forme de webinar, de faire un récap en fait, que après on peut décliner sous forme de newsletter client. C'est vrai que d'avoir un endroit où on rassemble par exemple tous les lancements du quarter, je trouve ça quand même pas mal pour que les clients puissent s'y référer ou les utilisateurs puissent s'y référer en se disant ah ok, il y a ça que j'ai pas vu, je vais aller tester. Voilà, faire un petit récap, c'est quand même appréciable et conseillé, je dirais. Sur la partie IA et go-to-market, est-ce que tu as des conseils particuliers pour des gens, par exemple, qui travailleraient sur des produits IA, sur comment adapter ton go-to-market?
Alors oui, j'ai un avis fort là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup, bon, avec l'émergence, je dirais la confirmation de l'émergence de l'intelligence artificielle et le fait que tout le monde sur LinkedIn ou même des produits en fait se vendent comme IA powered, voilà, on a beaucoup de bruit autour de ça et c'est vrai que j'aurais quelques conseils à donner pour essayer de mettre un peu en lumière sa vraie valeur, ce que j'aurais tendance à dire, c'est déjà à se poser la question, est-ce qu'il faut parler d'IA? Il y a par exemple des logiciels ou des fonctionnalités qui utilisent l'IA, mais qui nourrissent vraiment du back-end en fait, qui va permettre d'améliorer un peu le résultat, mais l'IA n'est pas la fonction première de son produit. Dans ce cadre-là, moi, je me demande si c'est vraiment utile de parler d'IA ou pas. Il y a l'exemple, par exemple, Gusto, qui est un logiciel RH qui a utilisé l'IA en tant que back-end. Ils vont pas du tout le promouvoir sur leur site. Par contre, c'est vrai qu'ils utilisent l'IA parce que la fonction première de leur produit, c'est de s'assurer que tout ce qui est gestion de la paye du personnel soit efficace et il n'y ait pas d'erreur. C'est pas forcément l'IA qui va aider à renforcer leur proposition de valeur. Du coup, la première question, c'est de se dire, est-ce que l'IA est au cœur de mon produit ou est-ce que ça va plus servir un peu du back-end ou est-ce que carrément ça va être une fonctionnalité IA qui va être indépendante à l'intérieur de mon produit? C'est le cas de Notion, par exemple, où on a Notion AI qui est complètement indépendante de l'utilisation de Notion de base. Donc voilà, je pense que première question, il faut se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment mentionner l'IA? Deuxième question, et comme ce qu'on a vu avec le positionnement, comme ce qu'on a vu sur marketer le pouvoir de la fleur et pas marketer la fleur, c'est se concentrer sur l'utilité et pas la technologie. Je pense que tous nos clients et tous nos utilisateurs s'en fichent un peu de comment on a construit la fonctionnalité avec l'IA. Nous, en tant que produit, on s'en fiche pas, mais nos utilisateurs, oui. Par contre, par contre, les utilisateurs vont être plus intéressés de savoir à quoi me sert la technologie IA qui a été employée pour construire le produit ou qui fait partie du produit. Du coup, là, je vous ai mis des exemples que je trouve assez pertinents et que je trouve assez bien. Par exemple, Notion, on en parlait, où ils mettent en lumière leur proposition de valeur et ils mettent with a little help from AI, par exemple, ou Grammarly. Grammarly, du coup, c'est un autocorrecteur qui s'est toujours en plus un peu brandé comme IA Assistant. Et là, ils ont retourné un peu leur marketing un peu et leur go-to-market de l'IA en mettant Responsible AI for that ensure your writing and reputation shine. Il y a toujours l'humain au centre de la proposition de valeur. C'est pas l'IA qui va remplacer l'humain ou qui va mieux faire que l'humain. Non, c'est toi qui entreprends l'action. C'est toi qui work, plan, collaborate, par exemple, sur Notion. Mais tu as une petite aide de l'IA qui t'aide à mieux faire et qui t'aide à rendre tes actions meilleures. Du coup, voilà, moi, c'est un peu mon avis là-dessus. Se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment en parler, est-ce qu'il faut vraiment l'imbriquer dans sa proposition de valeur, c'est clé. Est-ce que c'est vraiment du back-end ou une fonctionnalité à part entière IA que j'ai envie de promouvoir. Se concentrer sur ce que ça permet concrètement à faire à l'utilisateur, est-ce que ça permet de débloquer un peu comme proposition de valeur et pas la technologie en elle-même, et mettre au cœur de la proposition de valeur l'humain, l'action que va entreprendre votre utilisateur ou le bénéfice de votre client pour essayer de montrer comment elle va être augmentée grâce à l'utilisation de l'IA. C'est un peu mes conseils. Et du coup, j'aime bien un peu la nouvelle tendance. On a tous les produits AI, AI powered, etc. Moi, j'aime bien où on a la proposition de valeur et, par exemple, on met with a little help from AI qui rassure et qui inspire un peu plus confiance avec notre cible, quoi. Merci beaucoup, Claire. Et juste pour finir, parce qu'on a un peu dépassé, mais en même temps, Ouais. c'est vraiment trop passionnant. Juste pour finir, comme on a beaucoup de PM qui sont là, qu'est-ce que tu leur recommanderais pour aller plus loin, peut-être sur ces sujets, s'ils veulent vraiment aller davantage en profondeur, les prendre vraiment en main, notamment si ça devient un peu leur rôle dans leur travail de créer des stratégies go-to-market et de storytelling autour du produit, etc. Je vous invite à vous renseigner.
ce que je vous invite, c'est déjà de prendre peut-être les conseils de ce webinaire, enfin d'avoir vraiment un objectif clair, d'avoir un objectif clair dès le début et de s'équiper, donc avoir un objectif d'impact du go-to-market et aussi de s'équiper un peu d'un process avec une checklist qui soit partagée en interne. Si j'aime il y en a qui existent, qui sont à disposition, mais si jamais je peux partager aussi le mien, si jamais il y a même besoin de créer un peu une checklist sur Notion et de faire en sorte que ça puisse être utilisé par tout le monde, je peux le mettre à disposition de la communauté, ça me fera plaisir. Mais du coup, voilà, c'est mon premier, mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est que c'est vraiment, d'ailleurs, j'ai fait une petite slide récap, c'est vraiment de collaborer avec le business le maximum et de mettre mettre dans le process le business vraiment en amont. Dès qu'en fait on commence, moi je mettrais, dès qu'on commence en fait la delivery produit et que le PM travaille avec ses designers et qu'il y a en parallèle cette préparation de go-to-market, je pense que c'est le moment où on va mettre le business dans la boucle. Déjà le business parfois il nous permet de débloquer un peu des nouveaux clients qu'on va inclure dans la bêta, etc. Et après faut les mettre dans la boucle dès ce moment-là pour commencer à préparer la stratégie de go-to-market. Comme je vous ai dit, pensez efficacité fonctionnelle avec un process et aussi impact marché avec un vrai objectif. Et utiliser le storytelling à la fois en interne et en externe pour avoir de l'impact. Moi, c'est les principaux conseils que je donnerais. Et du coup, comme je disais, s'il y a besoin d'un framework un peu, soit de tiering, soit de checklist. Moi, je peux vous partager sur Notion. Je peux vous créer un peu un Notion prêt à l'emploi si vous voulez le dupliquer et le copier-coller pour que ça puisse vous servir dans le cadre de votre travail. J'avais fait des slides dessus, mais je pense que ça sera peut-être plus partageable sur Notion, pour avoir vraiment un système de notation un peu de tiering et pouvoir classifier un peu ces lancements par ordre d'importance et que ça soit adaptable un peu à votre équipe et à votre objectif d'entreprise. Et sinon, avoir une checklist un peu des touchpoints à activer en fonction de l'importance et d'un tiering de lancement, d'avoir des touchpoints un peu marketing à activer en fonction de l'importance qu'on a envie de donner, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup Claire. Je vais juste reprendre la main sur les slides, juste pour vous parler brièvement de Maestro, pour vous poser quelques questions dans le chat, savoir si vous avez prévu de vous former au métier de PM, si vous avez prévu de rejoindre une de nos formations chez Maestro. En attendant, je vous invite à poser vos questions et on va les prendre juste après. Et moi, je vais vous montrer, hop, je vous mets juste une petite slide pour vous dire qu'on fait régulièrement des webinaires comme celui d'aujourd'hui pour parler de sujets produits ou no-code. Si ça vous intéresse de nous rejoindre à l'avenir, vous pouvez retrouver tous ces événements sur Meetup. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Vous avez aussi notre site internet. D'ailleurs, on vient juste de le refaire. Vous pouvez aller le voir et vous trouverez toutes les brochures, etc. Les prochaines formations, vous avez les dates qui s'affichent sur la slide. Donc, on a une formation de Product Management en full-time qui commence le 17 mars et des formations aussi en part-time, notamment la no-code et une formation de Product Management en part-time. L'idée, c'est d'avoir toute une partie théorique qui est en e-learning et que vous puissiez suivre des sessions live pour mettre en pratique tout ce que vous apprenez pendant la formation. On a beaucoup d'intervenants différents chez Maestro. Claire en fait partie sur la partie vraiment PMM. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos formations. C'est vraiment tous les profils que vous pouvez rencontrer qui viennent tous d'entreprises très différentes et qui fait que vous ressortez de cette formation avec vraiment une connaissance du métier vraiment 360. Voilà, je vous remets une petite question pour savoir si vous avez prévu si vous étiez intéressé pour vous former, si vous voulez vous former avec Maestro. Et je prends vos questions tout de suite. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi contacter Camille. C'est pour ça que je vous ai mis son adresse mail pour prendre rendez-vous avec elle. C'est parti. Alors, la question où il y a plein de gens qui ont voté pour dire « Ah, nous, on veut avoir
Ouais. à cette question. C'est une question d'Alexandre qui demande, il y a beaucoup de débats sur la cohabitation entre PMM et PM pour savoir qui drive ce couple, comment on partage les tâches, etc. C'est une bonne question et souvent la frontière déjà elle diffère en fonction des entreprises, elle diffère en fonction de la maturité produit et marketing d'une entreprise. Donc il n'y a pas de formule magique. Moi j'ai vraiment une vision d'un binôme PM-PMM et moi souvent j'aime bien être rattachée à un PM directement. On forme une espèce de mini squad où on travaille ensemble sur voilà. Il y a différentes phases un peu il y a différentes phases un peu dans le cadre du développement du produit et je pense qu'on peut être driver, un PMM peut être driver sur une phase plutôt qu'une autre. Par exemple, dans la phase de discovery, pour moi, c'est un binôme PM-PMM. Il n'y a pas forcément de driver. Le PMM va vraiment assurer la discovery au niveau marché, au niveau connaissance client, en termes de besoins clients et de besoins particulièrement par rapport à tout ce qui est buyer persona. Là où le PM, il va plutôt être en drive sur le besoin de connaissances, fonctionnelles du client. Fonctionnel du client ou de l'utilisateur. Du coup, dans la partie discovery, vraiment binôme, et on va se partager un peu les tâches comme ça, besoin un peu marché, macro, concurrence qui va être drivée par le PMM, et la discovery vraiment beaucoup plus fonctionnelle, bloqueur, problème techniques et problèmes fonctionnels qui va être l'idée par le PM. Et en rapprochant un peu tout ce travail de discovery et en travaillant en binôme comme ça permet de faire le point en disant ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on priorise comme nouveaux produits, comme nouvelles fonctionnalités et tout. Donc sur la phase de discovery, vraiment binôme. Sur la phase de delivery, une fois que ça a été priorisé dans la roadmap et que la fonctionnalité est priorisée dans la roadmap, là, la phase de delivery, c'est vraiment le PM qui est en drive. Le PM qui est en drive, qui va travailler avec les développeurs, qui va s'assurer du suivi des sprints, qui va s'assurer que toutes les specs sont bien respectées, que techniquement, on est capable de le faire. Ça, c'est vraiment le PMM et suit de loin pour s'assurer qu'on va bien délivrer le projet, mais c'est vraiment le PM qui est en drive. Après, une fois que la fonctionnalité et à la fin de la delivery, qu'elle commence à être testable et disponible, il y a le binôme PM et PMM qui se recrée lors de la phase de bêta pour tester la fonctionnalité avec des premiers utilisateurs. Le PMM, il va commencer à préparer sa stratégie de go-to-market et tester par exemple son messaging, son positionnement pour s'assurer que les mots résonnent bien avec les utilisateurs. Et le PM, il va pouvoir tester plus la partie fonctionnelle, la partie prise en main. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que mon utilisateur comprenne un peu ma fonctionnalité ou mon produit. Du coup, je dirais que là, il y a un binôme magique qui se forme. Chacun un peu peut tester son domaine d'expertise avec le peu de clients en bêta. Ça, c'est un point. Une fois que la bêta est validée, moi, c'est ce que j'appelle on passe d'un produit qui est vraiment un product ready feature à un market ready feature. C'est-à-dire qu'on a fait la bêta, on a validé la fonctionnelle, le messaging, le positionnement. On est capable de le débloquer sur le marché. Donc là, sur toute la phase de go-to-market, souvent, le PMM revient en drive pour orchestrer un peu les équipes commerciales et du coup l'impact qu'on a envie d'avoir sur le marché et les équipes marketing souvent quand il y en a pour par exemple s'assurer que on a bien de la visibilité en termes de PR, de communication et de campagne marketing, qu'on a mis à jour le site web. Ouais, il y a toute cette collaboration. Souvent là le PMM revient un peu en drive dans cette phase là. Donc ça dépend des phases de développement du produit, mais souvent de toute façon c'est un binôme qui est vraiment complémentaire. Merci Claire. Je trouve attends, il y avait une question que je trouvais hyper intéressante. Ouais. Que recommandes-tu pour les lancements en phase donc bêta, petit nombre d'utilisateurs ou alors tous les utilisateurs d'un coup? Quelles sont toi tes expériences par rapport à ça et sur des différents types de lancements? C'est une très bonne question. Souvent, ça dépend un peu de la fonctionnalité et de son impact. Dans tous les cas, moi, je trouve qu'une bêta est quand même indispensable. Je ne conseillerais pas de faire un lancement sans avoir au moins avoir testé sur une petite partie
de sa base client, sa fonctionnalité. Donc vraiment la bêta c'est une phase clé et souvent moi je conseille de réduire, et souvent je mets des freins un peu à l'équipe Customer Success pour pas qu'on prenne tous les clients en bêta, qu'on les sélectionne par rapport à des critères nous qui sont importants côté produit. Et qui ont des personnes, souvent c'est les personnes en face, c'est un peu nos personas, nos utilisateurs en face, qui soient réactifs dans le feedback et qui soient aussi un peu disponibles pour échanger avec nous. Ça, c'est un premier point. Donc moi, j'aurais tendance à systématiser les bêtas et à faire en sorte qu'elles soient assez cadrées pour éviter que on ait le feedback, par exemple, de clients qui ne soient pas forcément des cibles finales qu'on a envie d'atteindre et des clients qui ne soient pas très disponibles pour nous faire des retours assez rapidement pour qu'on évite de perdre en vélocité. Ça, c'est un premier point sur les bêtas. Après, le lancement à tous les clients, c'est une bonne question. Ça dépend en fait de la portée un peu de sa fonctionnalité. Soit on a une base client qui n'est pas encore très développée et je pense que se faire un go-to-market pour la base entière de ses clients et avoir par exemple une stratégie de go-to-market où on va mettre live le client, on attend de voir un peu la traction qu'on va générer auprès de notre base client. Ça peut être une stratégie qui soit très viable si jamais on a une base de clients et d'utilisateurs qui est réduite, je dirais en dessous de 100 000 utilisateurs. 100 000 utilisateurs, je pense que c'est une bonne stratégie. Ça évite de mettre trop d'efforts et on arrive à quand même générer un peu de traction et d'intérêt et de faire tester un peu la fonctionnalité sur une plus grosse échelle. Il faut avoir toute la structure un peu de tracking pour essayer d'apprendre et tout. Après, sur des bases clients qui sont beaucoup plus fortes, pour essayer d'apprendre un peu. Moi, par exemple, chez Believe, j'avais 1,3 million d'artistes et de labels. Voilà, quand on faisait des go-to-market, j'avais plutôt tendance à faire des go-to-market qui soient progressifs, c'est-à-dire que je lançais sur le marché asiatique. Chaque marché avait aussi ses propres spécificités et avait sa propre proposition de valeur en fonction de ce qui est recherché dans mon produit. Donc, je lançais sur le marché asiatique avec une certaine proposition de valeur, un certain message qui était adapté à ce marché et un certain momentum aussi. Je lançais en Europe d'une manière un peu différente. Donc, j'avais un peu un go-to-market progressif en fonction de différentes attentes géographiques. Je pense qu'il faut vraiment essayer de faire une certaine segmentation de sa base client et pouvoir adopter sa stratégie de go-to-market aux attentes spécifiques, soit en termes géographiques. Ça peut aussi être un go-to-market qui soit segmenté et progressif en fonction de son industrie. Par exemple, si on sert plusieurs verticales d'industrie au sein de son produit et on sait que par exemple une certaine industrie a une saisonnalité très forte à un moment, je vais éviter d'aller lancer mon produit et d'aller un peu perturber mes clients dans cette industrie alors que je sais qu'ils sont ultra occupés quoi. Donc il faut vraiment essayer d'avoir une lecture un peu intelligente des attentes, de la perception de la valeur de sa base client pour se dire ok bah là c'est le moment de mon go-to-market. Je vais le faire soit de manière uniforme, soit un peu de manière progressive pour s'assurer que ma cible soit bien réceptive à ma nouveauté, à mon go-to-market. Moi, je prendrais le problème comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, mais il faut juste essayer de lire un peu sa cible pour s'adapter à eux, quoi. Merci beaucoup, Claire. On n'a plus le temps, donc je suis désolée. On va rester lent et désolée pour ceux qui ont posé des questions. Claire, est-ce que ça te va si je mets ton lien LinkedIn aussi, comme ça, Oui, si carrément. Ouais, je vous le mets dans le chat. Super, comme ça. Vous pouvez essayer de continuer le débat avec Claire si vous voulez en lui écrivant via LinkedIn. Pour ce qui est du Notion, on va s'organiser ensemble. Vous pouvez m'envoyer un mail avec le mail qui s'affiche et je pourrai vous envoyer tout ça. Merci mille fois Claire, c'était vraiment passionnant, trop intéressant de t'entendre parler de tout ça. Merci pour tes conseils et puis merci juste pour ton énergie, ta bonne humeur parce que ça fait trop plaisir de t'entendre parler comme ça de ton métier. Et merci à tous d'avoir participé, merci à tous d'avoir participé dans le chat notamment. Parce que vous avez vachement réagi et tout. Et c'est super quand ça se passe comme ça. Donc, merci à tous, toutes, et merci Claire. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à tous.